C'est quelque chose qu'on oublie souvent un peu facilement quand on parle de population, c'est que il s'agit d'êtres humains. Et donc dire est-ce que nous, on est un problème par notre existence, la pente est très facilement glissante. Le grand continent dont la population va augmenter, c'est l'Afrique. Et l'estimation, c'est qu'elle devrait, cette population, être multipliée par 3 d'ici 2100. Je dirais déjà qu'aujourd'hui, l'Europe a un poids complètement politique, complètement disproportionné par rapport à sa population. On va dire que le poids politique d'un pays est quand même grosso modo proportionnel à son PIB. Et donc, la grande tendance, et ce qui change vite, c'est pas la population, c'est le PIB par habitant. On peut déjà nourrir tout le monde aujourd'hui. Les famines sont des phénomènes principalement politiques. Si l'humanité devenait végétarienne demain, tout d'un coup, ça libérerait les 3/4 des terres utilisées par l'humanité. Déjà, faire un enfant, c'est pas un choix de consommation comme prendre l'avion ou manger de la viande. Est-ce que vos grands-parents sont responsables des émissions de vos vacances à Bali? Est-ce que Adam et Ève sont responsables de toutes les émissions de l'humanité? Tout ça, c'est douteux. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, on claque des doigts et on est 2 fois moins? Il se peut il est même probable que si on est 2 fois moins, il y ait un effet rebond gigantesque qui mangera la majorité des gains de la réduction de la population. Il se trouve que la difficulté de ce sujet sur laquelle on retombe toujours, c'est que cette répartition des émissions, c'est aussi une répartition du pouvoir, et que les riches n'ont pas envie de réduire leur pouvoir. Emmanuel Pon, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Elucide. Vous êtes ingénieur, vous tenez le blog Enquête écosophique depuis plusieurs années, sur lequel vous traitez des enjeux de l'écologie, de l'environnement, en particulier en faisant des liens entre population, politique, environnement. Vous venez de publier un livre sur la démographie, Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, dont on va beaucoup parler. Mais dans un premier temps, on va peut-être parler d'abord de la situation démographique, puisqu'elle est en plein dans l'actualité. On a, il y a quelques semaines, dépassé les 8 milliards d'habitants sur la planète. Alors, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, s'en inquiéter, ça amène plusieurs questions derrière. Je pense qu'une première, c'est est-ce que la population mondiale est en train d'exploser? Est-ce qu'on a cette fameuse bombe P qui était prophétisée par Ehrlich il y a 50 ans? Et la seconde, c'est est-ce qu'on est trop? Et évidemment, trop pourquoi? Et très vaste question sur les enjeux de la population par rapport à l'environnement. Alors, on présente souvent ce graphique qui montre que depuis plusieurs décennies, on a des augmentations régulières. À peu près tous les 12 ans, il y a 1 milliard de plus d'habitants depuis les années 60. Donc, ceux qui ont tendance à dire, oh là là, c'est une explosion démographique, voire même c'est une exponentielle, on entend. En fait, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. C'est vrai que quand on regarde ce graphique qui est d'assez loin, ça peut faire peur, parce qu'on a l'impression que ça crève le plafond et que à ce rythme-là, Dieu sait où ça va s'arrêter. Il se trouve que dès qu'on zoome, en fait, on se rend compte que la trajectoire est très différente et que même si la croissance est encore forte, cette courbe, elle est en train de s'aplatir. Et elle s'aplatit, on parlera des projections un peu plus tard, elle devrait continuer à s'aplatir et plafonner d'ici la fin du siècle. Et donc ça, c'est un phénomène qui est, je pense, indispensable de connaître un peu pour comprendre l'évolution de la population. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Partout dans le monde, les gens ont de moins en moins d'enfants. Et c'est une transition d'un monde vers un autre. Et ce monde ancien, on va dire, c'est celui du début de la courbe où les gens avaient partout dans le monde 5 ou 6 enfants par famille. Et il y en avait au moins la moitié qui mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. Et encore qui mouraient de temps à autre en fonction des épidémies, des famines, des guerres, etc. Et donc c'était une époque à forte mortalité, forte natalité. Il se trouve que à partir du XVIIIe siècle à peu près en Europe, grâce au progrès de l'hygiène, de l'alimentation, de la médecine, la mortalité a fortement baissé. Parce qu'il faut bien rappeler qu'à l'époque, la mortalité était très 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 élevée. C'était à peu près 30% des enfants qui mouraient avant 1 an et 50% qui mouraient avant 15 ans. Voilà.
Et donc oui, les gens mourraient très vite. Il ne faut pas trop regarder l'espérance de vie à la naissance parce que c'est un calcul qui prend en compte justement tous ces enfants qui meurent. Mais les gens mourraient beaucoup et donc il y avait des familles nombreuses. Pour avoir un équilibre de la population. Et donc, dans cette période transitoire, la natalité étant plus élevée que la mortalité, la population augmente. Et après, la natalité met du temps à baisser, et elle baisse pour plein de facteurs, qui sont déjà que les familles ont en général un objectif de nombre d'enfants survivants, qui peut être 2 ou un peu plus, et donc elle l'adapte en fonction de la mortalité. Mais après, il y a plein d'autres facteurs sur le coût d'un enfant, l'éducation, la manière dont ils vont vivre, etc. Et donc ça explique que ces transitions démographiques, elles sont très différentes entre les pays. La France est un des premiers pays qui l'a fait, mais du coup ça a duré 200 ans. Ça a été très très lent entre le 18e et le début du 20e siècle. On a des pays qui l'ont fait très vite, comme je sais pas, l'Iran, on en reviendra peut-être dessus. Et aujourd'hui, la majorité de la population humaine, je dirais à peu près 70%, est dans des pays qui sont à moins de 2 enfants par femme, et donc dont on dit qu'ils ont terminé leur transition démographique, parce qu'ils ont atteint un seuil qui justement garantirait la stabilité de la population, même avec une faible mortalité. Et les pays qui ont une forte natalité, on va dire au-dessus de 3 enfants par femme, c'est à peu près 20% de la population mondiale. Et ils sont principalement en Afrique et dans quelques pays asiatiques un peu moins riches, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, etc. Donc pour bien résumer, la transition démographique, c'est en effet le passage d'une époque un peu ancienne où il y avait une très forte natalité parce qu'il y avait une très forte mortalité, et donc au final la population a augmenté assez peu, à une nouvelle situation sur laquelle la natalité est faible parce que la mortalité est faible. Mais dans l'intervalle, effectivement, quand ça baisse, il se trouve que les deux ne baissent pas au même niveau, que la mortalité baisse d'abord et qu'il faut un certain temps pour que les gens se rendent compte que tiens, finalement, mes enfants, au lieu d'en avoir un sur 2 qui meurt, ce sera plutôt 1 sur 100. Donc il y a un temps de rattrapage, et on voit ici ce que ça donne avec différents exemples sur différents pays. Eh bien, pendant ce temps, la population augmente très, très, très fortement à cause de la différence entre la natalité et la mortalité. Elle est plutôt finie, la transition en Europe, évidemment, depuis longtemps. Elle est en train de finir en Asie. On verra qu'elle est encore en pleine transition au niveau de l'Afrique. Pour bien situer votre propos précédent, justement, sur ce qui se passe au niveau mondial, on voit que ce n'est pas justement une exponentielle et qu'au contraire, c'est en train de se ralentir, tout simplement en analysant non seulement l'évolution de la population, mais aussi sa croissance, donc la rapidité avec laquelle elle augmente. Et on voit ici que, bien, effectivement, la population mondiale, il y a un vrai changement au niveau des années 60, puisque le taux de croissance passe d'un petit 0,5 à plus de 2%. Mais on voit tranquillement que la croissance, la vitesse d'augmentation a été divisée par 2 entre les années 60 et aujourd'hui. Et les projections montrent que, évidemment, elle devrait continuer sur cette tendance jusqu'à arrêter de croître. Le débat sera où, quand, on va en discuter. Oui, si on veut donner un petit peu de contexte du coup sur ce graphique, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50-60? Eh bien, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde qui a commencé sa transition démographique, qui a justement bénéficié d'une grande partie des progrès de mortalité qui étaient dans les pays plus riches. Et donc, tout d'un coup, la croissance de la population s'est envolée parce que la mortalité a baissé. Et ce qui se passe depuis, c'est que la mortalité baisse moins vite et la natalité a commencé à baisser. Et donc c'est pour ça que ça continue à baisser. Et je pense que c'est important de partir de ces chiffres de croissance en pourcentage, parce qu'on peut parler, on peut regarder le nombre d'années qu'il faut pour augmenter, pour gagner 1 milliard, et c'est souvent quelque chose qu'on entend, et on a l'impression que tous les 12 ans on gagne 1 milliard, et si on ne fait pas attention, ça ne s'arrêtera jamais. Mais en fait, les bébés ne sont pas livrés par quantité fixe chaque année. Ils naissent depuis d'autres humains. Et du coup, c'est la croissance en pourcentage qui est intéressante pour voir la dynamique. Et on voit bien que cette croissance en pourcentage, elle est sur une vraie tendance qui baisse. Et pour les mêmes raisons que les gens ont de moins en moins d'enfants, de plus en plus tard, etc., elle devrait aussi continuer à baisser à l'avenir. Qu'est-ce qui montre là que la croissance n'est pas exponentielle ? Alors, une exponentielle, mathématiquement, c'est un taux de croissance fixe. Alors, il y a un terme, l'utilisation commune du terme exponentiel, on le dit un peu facilement pour tout ce qui croît fortement. C'est
pas la définition mathématique, et c'est vrai que quand on regarde de loin, beaucoup de courbes ressemblent à des exponentielles. Bon, il faut, pour savoir comment ça évolue vraiment, eh ben, on est obligé de calculer des taux de croissance, et là on se rend compte que ce taux de croissance baisse. Et donc il ne faut pas faire comme, par exemple, Denis Meadows qui avait écrit dans son livre que la croissance de la population est toujours exponentielle, même si le taux de croissance a fortement baissé. Ce n'est pas de l'exponentielle au sens mathématique. Donc, ouais, si c'est exponentiel, il y aurait une stabilité ad vitam aeternam de ce taux de croissance. Mais évidemment, dans ce cas-là, c'est-à-dire que la population atteindrait des milliards et des dizaines et des centaines de milliards. Tout à fait. À un moment, ça ne tiendrait pas, on est d'accord. Mais donc, est-ce qu'au final, il n'y a pas de problème démographique? Ça n'existe pas? Alors, j'aime pas ce terme de problème démographique, parce que on parle. Alors, c'est quelque chose qu'on oublie souvent un peu facilement quand on parle de population, c'est que il s'agit d'êtres humains, que vous et moi, on fait partie de la population, on compte pour un. Et donc, dire est-ce que nous, on est un problème par notre existence, la pente est très facilement glissante. Donc, est-ce qu'il y a un problème de population? Je pense pas. Par contre, il peut y avoir des problèmes écologiques ou autres pour lesquels la population est un facteur. On va y revenir. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la population est évidemment très inégalement répartie sur la planète, entre les continents, comme on le voit ici sur ce graphique. En fait, 60% de la population de la planète est en Asie. Est-ce que ça devrait se poursuivre, cet écart et ce poids de l'Asie à l'avenir? Qu'est-ce qui va changer? Alors aujourd'hui, les projections... Je pense que c'est intéressant de dire un petit mot sur ce terme de projection. Les démographes n'aiment pas parler de prévision parce que ils n'ont pas de boule de cristal et ils ne sont pas capables de vous dire que la Troisième Guerre mondiale va se déclencher le 23 février 2043 et qu'elle tuera 500 millions de personnes. Donc ce que font les démographes, c'est qu'ils projettent les tendances, et ces tendances, c'est que les gens ont de moins en moins d'enfants, qu'ils les ont aussi de plus en plus tard, que dans des pays qui ont déjà une faible natalité, il y en a certains où ça se stabilise, d'autres où ça baisse, d'autres où ça rebondit. Il y a toutes ces situations, et donc ils font des analyses par pays, et ils disent « je pense que la tendance à terme, ça sera ça ». Et donc ça nous donne des projections, les plus connues étant celles de l'ONU, qui sont d'ailleurs la source de ces 8 milliards d'habitants. C'est eux qui ont dit c'est le 15 novembre, et en pratique, il y a un an d'incertitude sur ce chiffre. Donc aujourd'hui, ces projections pour l'avenir par continent, c'est que la grande majorité de l'humanité a en fait fini sa transition. Comme je le disais, ils sont dans moins de 2 enfants par femme. Ils auront une population qui va rester stable ou qui va baisser, sauf l'Afrique. Le grand continent dont la population va augmenter, c'est l'Afrique. Et l'estimation, c'est cette population, être multipliée par 3 d'ici 2100. Et donc c'est là qu'il se passe vraiment le bouleversement démographique. C'est en Afrique, et même plus précisément en Afrique, ce qu'on appelle intertropicale. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud sont plus riches et ont une plus faible natalité. Et aujourd'hui, c'est au centre, qui est aussi le plus pauvre, que se concentre la future croissance de la population mondiale. Et pour résumer votre propos aussi, on le voit sur ce graphique, on a pris les projections de l'ONU qui sont assez récentes. Et donc elles aboutissent en effet, comme on le voit, à ce niveau-là. Oui, alors on voit le détail donc sur ce graphique où effectivement la majorité des continents vont être stables ou vont légèrement baisser. Sur l'Asie, il y a le cas particulier de la Chine qui aujourd'hui a une très faible natalité et dont la population devrait nettement baisser d'ici 2100. Celle de l'Inde augmentera légèrement puis va se stabiliser. L'Inde aujourd'hui est à 2 enfants par femme. L'Inde a globalement, même si c'est inégal entre ville-campagne, entre États riches, États pauvres, etc., l'Inde a globalement terminé sa transition démographique. Et donc cette croissance, elle est très largement en Afrique. Alors, on a toujours la peur là-dessus, les peurs qui sont souvent liées qu'on ne soit pas assez chez nous et trop chez les autres, et qu'il y ait soit des invasions, un appel d'air, etc. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est des fantasmes. Et même dans le futur, probablement, c'est des fantasmes. C'est-à-dire que les gens, généralement, aiment rester là où ils sont, que les migrations économiques sont des phénomènes très précis qui sont très variables en fonction des endroits, des cultures, etc., et qui vont pas forcément exploser.
qui aujourd'hui d'ailleurs sont faibles depuis l'Afrique, parce qu'en fait ça coûte pas mal d'argent de migrer. Et donc les migrants sont généralement les classes moyennes ou aisées de ces pays. Et donc il y a tous ces fantasmes-là où on se dit que on aura une ruée des Africains en Europe ou autre qui reste extrêmement douteux. Alors il y a toujours cette question des risques sur l'environnement qui feront que l'Afrique soit moins habitable. C'est possible en partie aussi, mais là encore, on se rend compte que quand il y a des catastrophes écologiques ou qu'il y a des changements de pluviométrie ou autre, les gens vont proches. Ils vont dans la ville d'à côté, ils vont dans la vallée d'à côté, et ils vont pas, ou dans le pays d'à côté vraiment s'ils peuvent pas, mais les gens qui migrent à des milliers de kilomètres sont en fait une très faible minorité. Et donc voilà, c'est quelque chose qui fait très peur, qui est aussi lié à cette question de l'écologie. Il y a des gens comme Nicolas Sarkozy qui répètent régulièrement que le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique parce que cette population va augmenter. Aujourd'hui, cette population, elle pollue très peu par rapport à nous. Et clairement, le problème n'est pas là. Il est où le problème alors? Alors, le problème de l'écologie, il y a deux choses, je pense, qui sont intéressantes à distinguer. Il y a les enjeux locaux. Et où effectivement, dans des pays où la population augmente, ça peut poser, ça pose des problèmes, et les mêmes qu'on a partout. Et il y a cette question de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent peu dense. L'Afrique a 4 milliards d'habitants. Si on enlève les déserts, les forêts vierges qu'on n'aimerait pas trop couper, etc., ça devient un continent dense. Ça devient un continent à peu près aussi dense que l'Asie. Et donc, se pose vraiment une question de l'occupation des terres, de la biodiversité, etc. Et donc ça va dépendre du mode de développement de l'Afrique et pas uniquement de la consommation des Africains. Oui, parce que ça, rappelons-le, c'est les projections de l'ONU, mais jusqu'où elles sont fiables, surtout sur les périodes lointaines, 2050, 2100 on se demande aussi, il peut se passer beaucoup de choses, s'il n'y a pas la place dans plein de pays de se développer. Il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, quand on regarde ces projections, il y en a, on se dit, ça ne peut pas tenir. Par exemple, on regarde le Niger. Le Niger, alors je ne sais plus combien il est sur les dernières projections, mais sur les précédentes, il devait plafonner à 150 millions d'habitants. On ne voit pas comment on peut mettre 150 millions d'habitants au Niger, qui est le pays le plus pauvre du monde et 90% désertique. Donc, il va se passer quelque chose. Donc, soit des gens vont migrer, soit la natalité va baisser plus vite que prévu, soit va y avoir des morts, mais à un moment, il n'y aura pas 150 millions de personnes au Niger. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est l'historique des projections. On peut avoir l'impression, en regardant de loin, que l'ONU a une boule de cristal et a été incroyablement précis sur ses projections de population mondiale. Et il se trouve que quand on regarde les premières projections qui datent des années 60, en fait, ça tombe très bien. Sauf que c'est un peu un hasard parce que quand on regarde le détail, rien que par continent ou par pays, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et en particulier, ils se sont trompés en plus d'un côté, en moins de l'autre. Voilà, et ça s'est compensé. Et donc, par exemple, ce qui s'est passé, qui a surpris les démographes dans les projections, dans ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années, c'est que l'Afrique a fait sa transition moins vite que prévu. Et en fait, l'Afrique a fait sa transition moins vite que prévu, qu'attendu, parce que l'Afrique s'est moins développée. Et par contre, l'Asie et l'Amérique latine l'ont fait nettement plus vite. Parce que là, elles se sont bien développées, et la natalité y a fortement baissé. Et donc, ces erreurs se compensent, enfin ces erreurs, c'est pas des erreurs, ça ne prétendait pas être une projection, mais ces différences se compensent à l'échelle globale, alors qu'en fait, c'est très mauvais à l'échelle des continents ou des pays. Ouais, donc en fait, tout ça n'est pas encore bien certain, et on verra au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà, il faut voir ça comme une indication, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne des ordres de grandeur. Parce qu'on sait par exemple que la majorité des gens qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. Et donc on a un bon ordre de grandeur du nombre de gens qui seront sur la Terre d'ici 2050. C'est intéressant en particulier pour les questions démographiques, pour les questions économiques, pour les questions de développement et autres. Mais par contre, les chiffres exacts, là-dessus, il n'y a pas de boule de cristal. Mais alors, à contrario, au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a une baisse assez marquée, en tout cas relativement à l'augmentation planétaire, on pèse de moins en moins. Est-ce que c'est la fin de l'Europe, la fin du poids qu'on avait jusqu'à présent? Alors, bonne question. Je dirais déjà qu'aujourd'hui, l'Europe a un poids complètement politique, complètement disproportionné par rapport à sa population. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'humanité.
c'est les restes du monde colonial, et que un Africain ait autant de voix dans le destin de l'humanité qu'un Européen, ça me semble plutôt une bonne chose. Après, il y a toutes ces inquiétudes sur la baisse de la population. Est-ce que ça remet en cause notre modèle social, nos équilibres politiques, etc., ou notre développement économique? C'est extrêmement complexe et ça dépend déjà d'à quel point ça baisse. Aujourd'hui, par exemple, en France, la population baisse très lentement. On a une natalité qui est légèrement en dessous de la mortalité. On a un taux de fécondité qui est un peu en dessous du seuil de renouvellement des générations, qui fait que si ça continuait comme ça, la population baisserait lentement. Mais en fait, c'est compensé par l'immigration. C'est léger, rien de tout ça n'est insurmontable pour notre modèle social. Cette question se pose dans des pays qui sont plus déséquilibrés. Si on prend par exemple la Corée du Sud, 0,9 enfants par femme, ça fait beaucoup. Ça fait qu'à chaque génération, la population est divisée par plus de 2. Là, ça pose question. Ça pose question si ça continue, parce que c'est toujours un gros si. À quel point est-ce que quand la natalité baisse, elle rebondit, notamment parce que les gouvernements réagissent, ils se disent pourquoi est-ce que les gens ont peu d'enfants? Eh bien, manque de congé maternité, l'immobilier est trop cher ou des choses comme ça, et donc ils agissent. Et on se voit que sur pas mal de pays, la chute a été rattrapée et souvent qu'il y a eu un peu de rebond. Le Japon a eu un petit rebond, par exemple. Il a toujours une natalité qui n'est pas très forte, mais qui n'a pas chuté autant que certains le craignaient. Voilà. Donc après, est-ce qu'il faut avoir peur que ça baisse? Moi, je me méfie toujours de ça, parce que c'est un peu comme cette crainte qu'on soit trop. C'est une même instrumentalisation du nombre de gens pour des objectifs pour lesquels finalement ça ne change pas forcément tant que ça. Donc qu'on soit 10% de plus ou de moins, que la population soit un peu plus âgée ou un peu moins, ça ne met pas notre système de retraite en péril. Et pour vous, finalement, quelles vont être un peu les conséquences géopolitiques de ces évolutions démographiques? Alors, je ne sais pas si elles seront si importantes que ça. Pour moi, les grandes conséquences géopolitiques, ce seront celles du développement. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que le poids politique d'un pays est quand même grosso modo proportionnel à son PIB. Et donc, la grande tendance, et ce qui change vite, ce n'est pas la population, c'est le PIB par habitant. Et donc, effectivement, des pays qui ont une forte population, qui est aujourd'hui pauvre, et qui vont s'enrichir, vont avoir plus de poids géopolitique. Je pense que c'est bien que c'est un rééquilibrage à l'échelle mondiale. Est-ce que des pays à la population qui décline un peu vont avoir des soucis? Pas particulièrement. Enfin, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est un enjeu après de coopération entre États, et à quel point sur des sujets transverses et globaux comme l'environnement, les efforts sont partagés, l'intérêt commun est gardé plutôt que les intérêts particuliers de chaque État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pays riches et peu peuplés ne montrent pas exactement l'exemple. On pense à l'exemple chinois aussi, où cette immense population de plus d'1 milliard d'habitants a toujours fait un peu peur à l'Occident. On voit que c'est des choses qui vont changer aussi à l'avenir. Est-ce que il peut y avoir des évolutions dans les mentalités finalement aussi chez nous, avec ces évolutions-là? Par rapport au vieillissement de la Chine, enfin, oui, la Chine ou d'autres pays, pareil, mais... Je me méfie là-dessus des interprétations, on va dire, un peu café du commerce, qui ne sont pas que café du commerce, qui sont historiques. C'est-à-dire qu'historiquement, la puissance d'un pays, c'était le nombre de soldats qu'elle pouvait utiliser, qu'elle pouvait envoyer à la boucherie. Aujourd'hui, c'est relativement différent. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas entièrement disparu. Mais on peut souhaiter que ça continue à l'être de moins en moins. Donc, tu veux dire, c'est plus le PIB qui va C'est plus le PIB, c'est plus des moyens de négociation économique, et même quand il y a des conflits, c'est moins le nombre de gens que la technologie, l'organisation, l'entraînement, etc. qui font des différences. Ouais, mais sur du moyen terme, finalement, les PIB devraient se répartir à peu près comme la population, à moins de considérer qu'il y a des endroits où ils sont naturellement faits pour avoir une faible efficacité économique, non? Alors, je ne pense pas que ce soit lié aux endroits, je pense que c'est lié à l'inertie de la croissance et l'inertie des rapports de pouvoir, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis sont un pays riche par habitant. Les États-Unis utilisent cette richesse et cette puissance pour rester riches par habitant.
Et donc là-dessus, il y a une inertie assez forte où quand il y a des questions de concurrence, de conflit, etc., les plus riches ont tendance à rester les plus riches. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, par exemple, l'Afrique se développe pas. Alors l'Afrique alors très vaste débat de toutes les raisons. On ne peut pas mettre tout sur le dos des pays plus riches, mais entre l'ingérence, les échanges inégaux, les traités commerciaux, les politiques du FMI, etc., il y a quand même pas mal de choses qui ne les aident pas à se développer. Finalement, l'idée juste d'avoir peur d'être trop nombreux est peut-être pas une très bonne façon d'envisager le problème. Alors, pour moi, c'est une façon dangereuse surtout. Ça reste une instrumentalisation du nombre des gens, un moyen de distinguer des eux contre nous en ayant peur simplement du nombre des autres plutôt que de la manière dont ils vivent, des rapports, etc. Sur le grand sujet qu'on a, qui est l'écologie, ça l'est pas du tout en raison des différences entre pays. Entre pays, entre niveaux de vie, entre organisations sociales, etc. Dans votre livre aussi, vous vous intéressez à différents sujets. L'écologie en tient une grande partie. Alors, première question, on voit que selon l'ONU, on est censé arriver à peu près à 10 milliards d'ici une trentaine, une quarantaine d'années. Est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants? Alors, très largement, on peut déjà nourrir tout le monde aujourd'hui. Et en fait, on peut très largement plus que nourrir tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, et depuis, on va dire, les 100 ou 150 dernières années, les famines sont des phénomènes principalement politiques. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture pour tout le monde, et par contre, les ressources pour l'acheter sont mal réparties. Alors, historiquement, un des grands problèmes, c'est celui des journaliers agricoles, qui, quand il y a des sécheresses, n'ont plus de travail et donc n'ont plus de revenus et donc n'ont plus de quoi acheter de la nourriture, qui pourtant existe par ailleurs. Et aujourd'hui, la grande question, c'est la répartition internationale. Aujourd'hui, on a une crise des céréales avec des émeutes de la faim en Afrique. Et en même temps, la moitié des céréales de l'humanité vont à des élevages d'animaux dans les pays riches. Et ces élevages, ils diminuent à peu près par 10 l'efficacité, que ce soit calories, protéines, etc. Donc aujourd'hui, si on a des famines, c'est parce que globalement on mange trop de viande. On aurait très largement de quoi nourrir tout le monde si on mangeait moins de viande. On aurait aussi largement si on gaspillait moins. L'humanité gaspille à peu près 30% de tout ce qui est produit. Et c'est tout au long de la chaîne logistique. Dans les pays plus pauvres, c'est plutôt au début parce qu'ils ont plus de mal à conserver. Dans les pays plus riches, c'est plutôt à la fin parce qu'on jette pas mal. On jette pas mal des frigos, des assiettes pas finies, etc. Donc ça, c'est deux grands leviers qui déjà sont gigantesques et qui permettraient aujourd'hui de nourrir 10 milliards d'habitants. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 10% de la population qui souffre de la faim sur la planète aujourd'hui. Oui, il y a à peu près ça, oui. C'est d'ailleurs intéressant, on a à peu près 20-25% de la population qui souffre un peu de la faim, qui est légère sous-nutrition, et 10% forte. Et on a une symétrie qui est pas forcément des vases communicants, mais on a à peu près 20-25% de gens en surpoids et 10% d'obèses dans l'ensemble de l'humanité. Mais je trouve que c'est intéressant sur justement cette répartition. Justement, en parlant de la viande, est-ce qu'il faudrait vraiment limiter fortement la consommation de viande? C'est parfois un débat qu'on a qui agite aussi beaucoup de passion. Alors ça agite beaucoup de passion et pourtant c'est un des sujets sur lesquels, par à peu près tous les angles qu'on puisse le prendre, il y a un consensus. C'est que on mange trop de viande pour notre santé et on mange trop de viande pour l'environnement parce qu'en fait c'est un des gros sujets écologiques. Quand on regarde l'écologie, on parle beaucoup du climat, mais il y a plein d'autres choses qui sont la biodiversité, l'eau, les terres, les cycles de nutriments, etc. Et en fait, la plupart de ces sujets, c'est très fortement des sujets agricoles. Par exemple, l'occupation des terres. L'humanité occupe à peu près la moitié des terres terrestres émergées. Là-dedans, presque 99%, c'est l'agriculture. Et la majorité de ces terres sont occupées pour de l'élevage, que ce soit directement pour des troupeaux ou indirectement pour les champs qui servent à les nourrir. Comme on a dit, la moitié des céréales de l'humanité. Et donc, calcul d'ordre de grandeur, d'expérience de pensée, si l'humanité devenait végétarienne demain,
tout d'un coup, ça libérerait les 3/4 des terres utilisées par l'humanité. Et donc, je dis, en forçant un peu le trait, on aurait résolu d'un coup le problème de la biodiversité, la déforestation, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir tous végétariens demain. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ces terres ne seraient pas utilisées d'une autre manière. Hein. Ça peut être aussi le cas. Mais ça donne une idée de l'importance de cette marge de manœuvre. À quel point c'est un facteur important sur la plupart des problèmes écologiques. Ça veut dire quoi que l'efficacité est 10 fois inférieure quand on passe par la viande? Eh bien, pour avoir 1 calorie de viande, il faut lui donner à peu près 10 calories de céréales. Alors, c'est plus quand c'est de la viande rouge, c'est moins quand c'est des viandes blanches, du porc et du poulet, mais c'est l'ordre de grandeur. Et c'est pareil quand on compte, par exemple, en protéines. Aujourd'hui, le grand facteur limitant, c'est les calories. D'accord, donc ça veut dire que si j'ai 10 calories de céréales et que je les donne aux gens, il y a 10 calories à manger. Mais si les 10 calories, je les transforme en viande, il n'y aura plus que Voilà, une calorie de viande. tout à fait. On peut même faire encore pire, on peut les donner à des voitures avec des biocarburants qui sont de plus en plus. Je crois qu'à l'échelle mondiale, maintenant, les biocarburants, c'est peut-être 4-5% de la production de céréales. Donc ça commence à être pas du tout négligeable. Alors finalement, pourquoi on ne limite pas fortement la consommation de viande quand on voit qu'en effet, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour l'environnement en général? Alors, très vaste question, mais qui est très intéressante. Déjà, je dirais des facteurs culturels, des habitudes. Une certaine résistance au changement qu'on peut avoir et à se sentir avoir un changement imposé pour d'autres raisons. Et on a, je pense, là-dessus, et comme sur beaucoup d'autres choses, un rapport de force. C'est-à-dire que le consommateur de viande occidentale, il bénéficie de cette viande, il en est content, et les conséquences de cette consommation, eh ben, il ne les voit pas directement. Et elles vont retomber sur quelqu'un d'autre, à long terme pour le climat, à peut-être court terme pour de la déforestation ailleurs dans le monde, à court terme pour la famine qu'il peut y avoir aussi dans le monde, mais toutes ces choses-là, c'est relativement éloigné, et il n'en est pas forcément conscient. Même s'il était conscient, je ne suis pas sûr qu'il changerait forcément. Mais aujourd'hui, on a des gagnants et des perdants de tout ça, et sur tous les sujets écologiques, on se rend compte qu'on a des gagnants et des perdants, et que, à un moment, les gagnants doivent aussi se remettre en question, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais c'est un peu paradoxal puisqu'on voit qu'il y a des gens qui ne veulent pas arrêter qui veulent pas manger 2 fois moins de viande, disons. Mais par contre, il y en a d'autres qui se disent, bon, éventuellement, moi, je suis prêt à faire moins d'enfants. Ah. Est-ce que c'est pas paradoxal? Eh bien, alors il se trouve que les gens, je pense que c'est souhaitable, ont différentes préférences et ont différentes priorités. Après, quelle est l'utilité de faire moins d'enfants par rapport à moins de viande? Débat extrêmement complexe. Mais il y a un point qui est intéressant là-dessus, c'est que on se rend compte que les gagnants, ils sont dans des pays riches à faible natalité, et les perdants, qui sont les moins polluants, sont dans des pays pauvres à forte natalité. Et donc je trouve que ce débat sur la population, c'est souvent un cache-nez de l'injustice de cette crise écologique, où globalement, les pauvres, les perdants, etc., sont ceux qui ont le plus d'enfants, et à la place, on leur met le projecteur dessus en disant « Attention, le risque pour la planète, c'est vos enfants ». Oui, parce qu'on entend souvent, il faudrait que ces pays-là, ils arrêtent de faire des enfants, qu'ils aient des politiques beaucoup plus dures. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est les principales victimes. Et aujourd'hui et à l'avenir, ça sera les principales victimes de la crise écologique. Donc il y a cette injustice, et qui n'est pas qu'une injustice, qui est un rapport de force. Si c'était l'Afrique qui causait le réchauffement climatique, ça ferait longtemps que cette affaire aurait été réglée, et on n'en entendrait plus parler. A contrario, on peut se dire aussi que, ok, même si on n'atteint pas tous les chiffres aussi importants de l'ONU, enfin, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde, ça ne pose pas de problème là, parce qu'en effet, ils sont sous-développés. Donc évidemment, il peut y en avoir plus, ils ne vont pas polluer beaucoup plus. Mais quand même, on peut se dire, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, il y aura eu un développement. Est-ce que ce sera quand même gérable sur ce terme un peu plus long? Eh ben, ça dépend du rythme. Aujourd'hui, et là encore, c'est une des grandes raisons de sa forte natalité, l'Afrique se développe très lentement. J'avais calculé, par exemple, pour le Nigeria, si on prend les rythmes de croissance du PIB par habitant du Nigeria par rapport à celui de la France, il faut 250 ans pour rattraper la France. Donc on voit qu'on est très très loin. Et, sachant qu'ils sont, enfin, rappelez-nous le nombre d'habitants aujourd'hui au Nigeria. 250 millions, quelque chose comme ça. Ouais, c'est la moitié de l'Europe. Oui, c'est un pays qui est très peuplé et pauvre.
Et d'ailleurs, les émissions du Nigeria, une bonne partie, c'est son industrie pétrolière dont profite extrêmement peu le Nigérian moyen. Et donc, ils sont très très loin de rattraper, et ils sont très très loin par rapport aux échelles de temps de l'écologie. Parce que c'est ça qui est important. C'est que alors, accord de Paris, même si on ne le tiendra pas exactement, ça donne un bon ordre de grandeur, atteindre la neutralité carbone en 2050. On voit que des choses où l'effet est dans 250 ans, et ben en fait, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et que si on a atteint cette neutralité carbone en 2050, ou un peu plus tard, mais dans ces eaux-là, eh bien, le fait qu'on soit un peu plus ou un peu moins, finalement, eh ben, l'impact par personne sera relativement faible. Ça ne sera pas l'impact aujourd'hui. Donc oui, je trouve qu'il y a vraiment une injustice incroyable à dire, alors qu'aujourd'hui, historiquement, c'est les pays riches qui ont causé le réchauffement, aujourd'hui, c'est encore eux, de dire il faut d'abord que ce soit aux pays pauvres de faire des efforts. Et aujourd'hui, les pays pauvres, je pense qu'au contraire, il faut leur donner de la place pour qu'ils puissent se développer. Alors dans l'idéal, de manière moins polluante que nous, mais il y aura quand même probablement un peu plus de pollution et d'impact de tout type, et il faut l'accepter. Enfin, il n'y a pas de raison qu'un Français ait plus du gâteau de la planète qu'un Africain. Aujourd'hui, il a 10 à 100 fois plus. Justement, en termes de gâteau, on a représenté sur ce graphique les émissions de CO2 par région et par habitant. Donc on voit qu'en Amérique du Nord, essentiellement, un Américain pollue à peu près, émet 20 tonnes de CO2. La Chine, ils sont à peu près à 7. L'Union européenne, on est à 8, évidemment. L'Inde est à 2, l'Afrique est à 1. Et la largeur, c'est la répartition c'est la population par continent. Donc on voit sur le petit camembert haut combien ça fait au final sur chaque zone des émissions planétaires. Donc oui, on voit qu'en tout cas les pays les plus développés polluent beaucoup plus. Aujourd'hui, la moyenne sur la planète est à 5. Les objectifs du GIEC pour 2050 disent il faudrait être à 1,7 si on veut que le réchauffement soit limité. On voit que l'écart est quand même colossal dans certains pays. Est-ce que si vraiment l'Occident fait des efforts, on va pouvoir vivre dans de bonnes conditions sur la planète ? Alors, je pense qu'il y a deux questions derrière. Est-ce que ces efforts impliquent de retourner au Moyen-Âge ? Vaste question. Ça va dépendre de comment c'est fait. Je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est moins de retourner au Moyen-Âge que de ne pas faire ces efforts. Par contre, si on calcule ce qu'il faudrait pour vivre, par exemple, correctement, supposons qu'on rebatte les cartes de la consommation d'énergie mondiale, on se rend compte que si, avec moins d'énergie qu'on le consomme actuellement, on est capable de fournir à tout le monde un logement avec 20 mètres carrés par personne, des transports en commun ou en vélo en quantité importante, de l'éducation, de la santé à peu près au niveau des pays riches, une alimentation saine et abondante, de l'informatique, téléphone, ordinateur, etc., pour tout le monde. Et donc, quand on regarde ça, on se dit c'est un peu spartiate pour le français moyen, mais ça n'est même pas tant que ça, parce que finalement, c'est mieux que le niveau de vie moyen d'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est un progrès gigantesque à l'échelle de l'humanité. Et donc, la question est là-dessus, comment est-ce qu'on va partager ? Est-ce que les riches vont accepter de serrer la ceinture un peu plus pour arriver là, ou pas ? Ou est-ce qu'ils vont continuer à exploiter, à accaparer une part plus importante du gâteau écologique ? Il se trouve que la difficulté de ce sujet sur laquelle on retombe toujours, c'est que cette répartition des émissions, c'est aussi une répartition du pouvoir, et que les riches n'ont pas envie de réduire leur pouvoir. Il y a autre chose, je pense, qui est intéressant à dire là-dessus, c'est que là, c'est les émissions à l'instant T. Le réchauffement aujourd'hui, il est causé par l'accumulation des émissions historiques. Et donc là, quand on regarde la différence entre pays riches et pays pauvres, c'est encore plus déséquilibré. Parce que historiquement, par exemple, la Chine a été un pays pauvre. Et donc le fait que la Chine ait des émissions au-dessus de la moyenne mondiale, c'est en fait très récent.
Et donc, si on compare, par exemple, si on donne un quota, un budget carbone pour éviter de dépasser tel ou 1,5 degré de réchauffement, et qu'on prend qui a dépassé, et ben en fait, ce dépassement par personne, on se rend compte que ce dépassement, il est très 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 largement en Amérique du Nord, en Europe, et que les autres pays, en fait, n'y sont pas du tout. En sont très très loin. Donc historiquement, c'est encore plus déséquilibré et encore plus injuste que quand on regarde les émissions à l'instant. Oui, ce qui veut dire que tout le CO2 qu'on a en plus depuis un siècle, il est venu essentiellement d'Europe Oui. et des États-Unis. Et il a fait notre richesse et notre pouvoir. Il n'a pas été brûlé gratuitement. Et bien sûr, mais cette richesse, ce pouvoir, finalement, est-ce qu'il va passer par une phase de décroissance? Peut-être. Alors, à Est-ce qu'il quel va ou point est-ce qu'il faut qu'il Ah. passe par une décroissance? D'ailleurs, il y a 2 questions. Mais... Alors, moi, je pense qu'il faut. Je pense qu'il n'y aura pas moyen de le faire autrement. Enfin, si, il y a un moyen, c'est que les plus riches imposent aux plus pauvres de se serrer encore plus la ceinture. Et effectivement, on peut avoir un monde neutre en carbone où on maintient le niveau de vie de l'Américain moyen, mais par contre, le reste du monde vit nettement moins bien. C'est possible. Il se trouve que aujourd'hui, on a ce risque de se diriger vers là. Si on n'y fait pas attention, si les négociations continuent à être aussi déséquilibrées, c'est peut-être ça qui va nous arriver. Si on veut avoir un monde plus équitable, on sera obligé d'avoir un minimum de décroissance dans des pays riches. Après, l'espoir, on va dire là-dessus, c'est que on peut baisser notre niveau de vie compté en PIB, etc. Ça baisse pas forcément la qualité de vie. On se rend compte que pour beaucoup de choses, en fait, ce qui compte pour le bonheur, la santé, etc., c'est pas tant des choses consuméristes que des choses qui peuvent être faites beaucoup moins cher et en polluant beaucoup moins. L'exemple classique, c'est le vélo. On se rend compte qu'en fait, une très grande partie des trajets, même dans les campagnes, les banlieues, etc., peuvent être faits en vélo. On divise l'empreinte matériaux et la pollution par à peu près 100 en passant d'une voiture à un vélo. Donc tout d'un coup, on a un ordre de grandeur qui a plus rien à voir et c'est meilleur pour la santé. Pareil, on a parlé de l'obésité, du surpoids. Autre grande crise de la santé là-dessus, liée au manque de transport actif, liée aussi à la pollution de l'air. Et donc, si tout le monde passait au vélo, on y gagnerait, on perdrait du PIB et on serait plus heureux. Ça serait plus complexe pour un certain nombre de gens. Ça demanderait des efforts d'investissement dans les infrastructures de vélo, ça demanderait des transports en commun qui soient plus complémentaires, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, quand on tire tout le champ des possibles sur justement qu'est-ce que serait un niveau de vie soutenable, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce genre-là. Et que beaucoup de choses importantes, en particulier de services de santé, d'éducation, de loisirs ou autres, n'ont pas une empreinte matérielle gigantesque. Elle sera jamais zéro, mais on est capable de réduire pas mal de choses et de les faire de manière plutôt soutenable, en particulier en partageant. On n'aura pas tous des piscines dans notre jardin, dans notre appartement, etc. Par contre, faire des piscines publiques pour tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Vous l'avez dit un peu rapidement tout à l'heure, on peut imaginer un monde qui va rester inégal et puis voilà, les États-Unis, ça va rester là, et puis il suffira d'écraser encore un peu plus les autres. Puis vous avez conclu en disant, bon, enfin, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'équité, un peu plus d'égalité, comme si c'était un problème moral uniquement. Enfin, on imagine bien qu'il ne va pas y avoir 80% de la planète, parce qu'on parle de ça, qui va accepter d'avoir un mode de vie dégradé, voire en décroissance, pour permettre à quelques-uns en Occident de continuer à se gaver. On voit qu'il peut y avoir des gros problèmes géopolitiques, d'ailleurs, aussi là derrière. C'est pas une question que d'accepter. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, avec la crise du gaz, à quel point les pays riches ont détourné des approvisionnements en gaz qui partaient vers des pays les plus pauvres. Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a des coupures d'électricité catastrophiques au Pakistan parce que le gaz qu'ils voulaient acheter a été raflé par l'Europe. Et donc c'est ce genre de choses qui va se passer. Et c'est ce genre de choses où comme pour la distribution de l'alimentation. C'est-à-dire que ça va être distribué par les marchés mondiaux et tout d'un coup, les pauvres vont s'en trouver exclus. Et c'est comme ça que leur niveau de vie va baisser. Et effectivement, ils ne seront pas d'accord. Mais
tant que ces échanges resteront réglés par des marchés où celui qui paye le plus cher l'emporte, ça sera le résultat. Il y a une petite musique qu'on entend aussi souvent, c'est oh là là, mais pourquoi nous on va faire des efforts qu'en Chine ils sont des milliards, nous on va réduire un peu, et puis eux en 2 ans ils auront dilapidé tout ce qu'on aura durement économisé, et donc au final sur la planète ça n'a pas changé grand-chose. Oui, c'est c'est un grand classique, mais oui, qu'est-ce qu'on répond c'est quand on a ça l'argument en face? classique. En France, on n'a que 1% des émissions, etc. Donc ça sert à rien. On a plein de choses à répondre. Que par exemple, il suffit de diviser assez petit pour être une part négligeable. Pourquoi est-ce que les habitants du 10e arrondissement parisien devraient faire des efforts alors qu'ils sont que 0,01% des émissions de l'humanité? Et il se trouve qu'on peut couper. Enfin, les grands pays peuvent être coupés en régions. Enfin, voilà. Mais en Chine aussi, on peut la couper en 20. Et la Chine, on peut la couper en morceaux. Après, globalement, c'est une question de justice. C'est pourquoi est-ce que le français moyen devrait avoir plus de parts que le chinois moyen? Il n'y a pas de raison. L'autre risque, c'est de se dire, parce qu'ils sont plus, c'est eux qui ont choisi d'être plus et donc ils ont moins de parts. Mais là, on en vient à remettre en cause la valeur de l'existence, et on considère que la valeur de l'existence dans un pays qui a eu une croissance de la population récente, alors que en France, ça a été plus ancien, est plus faible que dans d'autres. Oui, mais ça, c'est justement quelque chose qu'on entend. Il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux réduire la population que réduire le niveau de vie. C'est quelque chose qu'on entend. Alors, on peut y répondre par des calculs, mais pour moi, la question, elle reste une question d'ordre principalement moral. C'est la part du gâteau, et il n'y a pas de raison qu'un Chinois doive polluer moins et moins de parts qu'un Français parce qu'il y a plus de Chinois. Au-delà de l'aspect moral, ça dit quoi les calculs? Alors, les calculs, donc moi, j'ai fait plein de calculs sur ce sujet, parce que c'est passionnant, se demander quel peut être l'effet d'une réduction de la natalité. Alors, on va exclure les augmentations de la mortalité. Je pense que jusqu'ici, le fait que les gens vivent plus longtemps en meilleure santé, ça fait à peu près consensus, et on va préférer que ça reste comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si, expérience de pensée, si on instituait une politique drastique de réduction des naissances, et on va dire l'enfant unique? On va l'appliquer en France, parce que c'est un pays riche qui, du coup, est un bon exemple. Si on applique l'enfant unique au Niger, ça ne changera pas grand-chose aux émissions de l'humanité. Et on va mettre un enfant unique vraiment drastique. Alors, on a tout un débat là-dessus sur quel a été l'effet de la politique de l'enfant unique en Chine. Très discutable. Discutons-en, c'est un point important. La Chine a institué en 78, 79, une politique d'enfant unique. Elle avait eu auparavant une baisse assez forte de la natalité, avec plein de mesures, une politique des 2 enfants, etc., dont on parle moins. Après, donc il y a eu cette politique qui a été mais qui a été affichée très clairement et qui a fait beaucoup de bruit dans le monde, qui a très vite eu énormément de tolérance et d'exceptions, parce que il y a eu plein d'abus, d'avortements forcés, de stérilisation forcée, de petites filles abandonnées, etc. Aujourd'hui, il y a tout un débat entre démographes sur à quel point est-ce que cette politique de l'enfant unique a réduit la natalité, et débat d'autant plus complexe qu'il reste toujours un doute sur les statistiques chinoises. Donc on ne sait pas à quel point vraiment il faut y croire, et à quel point ça a pu être changé, justement parce que, par exemple, les régions avaient des objectifs de réduction de la natalité, et donc est-ce qu'elles ont menti? Il y a des gens qui disent qu'il y a des dizaines de millions de filles cachées en Chine, qui existent, qui sont dans certains registres mais pas dans d'autres, et qui, du coup, ne comptent pas dans certaines statistiques de natalité. Et donc, quand on compare la baisse de la natalité en Chine avec les pays voisins, on se rend compte qu'en fait, elle a été à peu près au même rythme. Ouais, justement, on a le graphe ici qui compare l'évolution du taux de fertilité en Chine avec Taïwan, en bleu, avec la Corée du Sud, avec la Thaïlande, avec Hong Kong, avec Macao. Donc on peut dire que c'est quand même des pays qui sont proches géographiquement, voire c'est les mêmes. C'était les voisins. Ils étaient un petit peu plus riches, ils se sont développés un petit peu plus vite. Et on voit évidemment la forte chute au moment de la politique de l'enfant unique. On voit même que ça démarre un peu. Il y avait déjà eu des politiques au début des 70 où ils essayaient d'inciter un peu à la baisse avant celle qui est vraiment l'enfant unique en 79. Et on voit qu'assez étrangement, dans les pays voisins, il n'y a pas eu du tout de politique d'enfant unique. En pratique, ils ont aussi fait quelque chose d'assez proche. Donc c'est difficile de savoir
la part. Voilà, donc il y a des chiffres gigantesques qui sont annoncés par le gouvernement chinois qui dit que ça a évité 300 millions de naissances. Les gens sont très sceptiques là-dessus. C'est difficile de voir cet effet. Il y a une autre chose qui est intéressante avec ce graphique, c'est que cet enfant unique, entre guillemets, en fait, c'était entre 2,5 et 1,5 enfants par femme, en moyenne, sur l'ensemble de la population. Donc on voit qu'il n'est pas du tout unique. Donc si je reviens à notre expérience de pensée, on va prendre un enfant unique très dur. Donc cette fois-ci, on est plus proche d'un enfant par femme en France, et on regarde quels effets ça a. Déjà, ça va mettre beaucoup de temps à réduire la population, parce que les gens vivent longtemps. Avec cette politique d'enfant unique, donc qui passe à peu près 1,1 enfant par femme, il faut attendre près de 2100 pour diviser la population par deux. Donc déjà, ça met pas mal de temps. Après, si on regarde les émissions, alors j'ai regardé, ça vaut le coup d'en dire deux mots, j'ai regardé sur la partie climat, déjà parce que c'est un des gros sujets, et après que c'est un de ceux qui se chiffrent le mieux. Chiffrer les empreintes biodiversité des gens, ça serait intéressant, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus discutable. Je pense que sur l'ensemble de la crise écologique, on peut considérer le climat comme un bon ordre de grandeur de l'empreinte, en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc je suis parti, donc j'ai fait mes chiffres sur le climat. Il y a d'autres effets qui vont encore ralentir le résultat. Le premier, c'est que les enfants émettent nettement moins que les adultes, consomment moins. Et donc un enfant en moins, c'est moins d'émissions. C'est moins d'émissions qu'un adulte en moins. Et donc on repousse encore l'effet quand on réduit la natalité aujourd'hui. Et il y a un troisième effet, c'est qu'aujourd'hui, ces émissions, elles baissent. Alors elles baissent pas assez vite, mais en France, les émissions par personne baissent entre 1% et 2% par an en tendance. À ce rythme-là, réduire la population dans 100 ans, et ben en fait, les émissions par personne, elles auront nettement baissé. Et donc, l'effet total, en fait, est nettement plus faible. Ce qui cause le réchauffement, ce n'est pas les émissions à l'instant T, c'est les émissions cumulées. C'est l'ensemble du CO2 qu'on met qui s'accumule dans l'atmosphère. Et donc, on est capable de faire un calcul de combien réduisent les émissions cumulées notre enfant unique. Eh bien, en fonction de notre trajectoire de réduction des émissions, on est entre moins 3% et moins 11% en 2100. Et donc ça, alors je l'ai mis comme expérience de pensée pour la politique la plus drastique qu'on puisse avoir, c'est quand même pas terrible comme résultat. Comme ordre de grandeur, par exemple, il y avait remplacer les centrales à charbon en Europe, moins 25% des émissions. Oui, parce que dans vos calculs, en fait, remplacer les voitures, 15-20%. Donc ce moins 3% à moins 11%, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, évidemment non. Oui, parce que dans vos calculs, vous anticipez en fait une très forte baisse des émissions futures conformément à nos engagements, surtout à ce qu'il faudrait faire. La très forte baisse, ça donne le 3%. Si on continue sur la trajectoire actuelle, ça donne le moins 11%. Donc même si on fait que cette trajectoire, donc qui est, je pense, le scénario pessimiste aujourd'hui, on est qu'à une réduction de 11%. Ça reste pas terrible. Après, on va peut-être en parler plus tard, mais il y a le fait qu'on a considéré que si on a une personne en moins, ces émissions disparaissent. En pratique, c'est beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une personne en moins et est-ce que si on est 2 fois moins, par exemple, on pollue 2 fois moins? C'est une des questions qui aujourd'hui n'est pas vraiment résolue parce que on a du mal à voir à longue échelle, longue durée, à grande échelle ce que ça peut donner, mais qui je trouve est très intéressante. Ça s'appelle l'effet Thanos, c'est ça? Alors moi ce que j'ai proposé, c'était l'hypothèse Thanos. Donc il y a ce film Avengers où le méchant, qui est un méchant un peu ambigu, veut sauver l'humanité de la pollution en supprimant la moitié de l'humanité. Enfin, il veut pas sauver l'humanité, il veut sauver le monde de la pollution humaine et il veut supprimer la moitié de l'humanité. Alors, je dois dire, ça m'embête beaucoup que ce genre de raisonnement soit balancé avec aucune critique dans des films grand public et que pour des gens qui n'y connaissent absolument rien, réduire la population humaine puisse être présenté comme une solution à la crise écologique. Parce que dans le film, quand il y a moins de gens, tout d'un coup, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, les voitures deviennent électriques, enfin voilà. Extrêmement discutable et que de manière générale on considère que faire disparaître des gens puisse être une solution, ça se finit pas toujours bien cette histoire. Et donc revenons au scénario Thanos. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on claque des doigts et on est 2 fois moins? Alors est-ce qu'on a 2 fois moins d'émissions?
vaste question. Il se passe plein de choses dans ce monde. On est en fait dans un monde différent. Déjà, il y a un certain nombre de mécanismes d'offres et de demandes. Par exemple, on ne va pas fermer la moitié des puits de pétrole du jour au lendemain. On va fermer les puits de pétrole qui seront plus rentables, et ceux qui sont rentables, ils vont être gardés. Et donc, il y aura plus de pétrole par personne. Ça va dépendre de la courbe d'offre-demande de combustibles fossiles. Alors, qui change peu à court terme, qui change beaucoup à moyen terme. Et donc, ça peut être un monde où on va tous en week-end à Ibiza. Parce que, tout simplement, il y a plus d'essence. Non, parce que Il y a s'il y a plus de pétrole. s'il y a moins de demandes, il y a moins de personnes, il y a moins de demandes, donc ce sera moins cher, quoi, Ça forcément. sera moins cher. Ça, c'est vrai à moyen terme, et ça peut faire des évolutions gigantesques. Alors, celle qui est intéressante, c'est de comparer l'Europe et les États-Unis. L'Américain moyen pollue entre 2 et 3 fois plus que l'Européen moyen, pour des niveaux de vie et des technologies très proches. Et ça, c'est le résultat de plein de choses. C'est le résultat de l'histoire, c'est le résultat de choix économiques, c'est le résultat du lobbying de l'industrie fossile aux États-Unis, c'est le résultat de la densité, qui est en fait un facteur extrêmement important sur l'organisation des sociétés. Les villes américaines, elles sont très étalées, donc tout se fait en voiture, les transports en commun sont pas pratiques, les maisons sont grandes, tout est grand, du coup ça consomme plus à niveau de vie équivalent. Donc, et tout ça, c'est des choses qui se construisent sur le long terme. Comme vous dites, la culture, pareil, si on est 2 fois moins, est-ce que la culture consumériste va disparaître du jour au lendemain? Non. Est-ce que les pays riches vont suivre leurs engagements carbone qui ne suivaient pas jusqu'ici? Est-ce qu'ils vont aider les pays pauvres qu'ils n'aidaient pas jusqu'ici, etc. Non. Donc tout ça, c'est des choses qui, je trouve, sont très intéressantes parce que là, on tire les fils de vraiment les mécanismes derrière de la crise écologique et de pourquoi ça se passe, pourquoi ça continue à se passer, pourquoi alors que ça fait 50 ans qu'on sait dans les grandes lignes ce qu'il faut faire, on ne fait pas ça. Et c'est toutes ces raisons-là. Et donc toutes ces raisons-là, elles restent vraies, quelle que soit la population. Et donc il se peut que, il est même probable que si on est 2 fois moins, il y ait un effet rebond gigantesque qui mangera la majorité des gains de la réduction de la population. Vous êtes aussi l'exemple du chauffage là, sur l'effet rebond qui est intéressant. Oui, le chauffage, D'actualité, quoi. quand les gens isolent chez eux, au lieu de baisser, de garder la même température et de du coup baisser le thermostat et leur facture, ils baissent un peu leur facture, mais ils augmentent le thermostat. Et donc en fait, là encore, ça mange entre la moitié et les 3/4 du gain en énergie qui était là avant, qui aurait été espéré. D'accord, c'est pour ça que des fois on se dit tiens, je fais des économies, à la fin je vais payer 2 fois moins, puis hop, on se rend compte qu'en pratique c'est. Et ça c'est fondamental sur le sujet écologique, parce que c'est vrai qu'on a un discours dominant où on nous dit on va avoir des technologies plus efficaces et ça nous permettra d'atteindre un monde bas carbone, etc. Si ces gains sont en majorité mangés par un effet rebond, finalement, l'effet est très limité et on n'a pas gagné grand-chose. Et cet effet rebond, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une curiosité statistique, un truc qui remonte comme ça, qui est amusant. C'est des mécanismes fondamentaux. C'est le consumérisme, c'est le fait que quand on a de l'argent, on le dépense d'une manière ou d'une autre plutôt que de réduire ses revenus. C'est la croissance économique, ce fait justement d'être plus efficace. Ça s'appelle des gains de productivité, c'est le grand facteur de croissance économique à long terme. Et donc l'effet rebond est en fait une caractéristique fondamentale de nos sociétés. Et donc tant qu'on aura ces sociétés avec objectifs de croissance, objectifs d'efficacité, culture consumériste, etc., en fait l'effet rebond continuera à manger la majorité des gains technologiques. Et donc, alors, c'est le terme utilisé habituellement pour l'effet rebond. Moi, je propose ce terme aussi pour l'effet population, parce que si on est moins, il y aura un rebond en fonction de ce même genre de mécanismes qui font que notre consommation, notre mode de vie, ou même toute la société va s'adapter à long terme et va rattraper une bonne partie de ce qui aurait pu être des gains écologiques. Alors justement, en parlant d'effet Thanos, on va sans doute le voir en Chine. Enfin, en tout cas, ce sera un vrai laboratoire. Qu'est-ce qui se passe quand je réduis la population? Parce qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'assez important. Ici, on compare l'évolution de la population de la Chine et de l'Inde depuis 5000 ans à gauche, depuis 1700 à droite. On voit que la Chine, vers 1750, a dépassé l'Inde au niveau de population. Et il se trouve que en 2023, sa population devrait
devrait normalement atteindre son plus haut historique à la Chine avant de commencer à décroître. Et c'est l'année 2023 aussi où l'Inde devrait dépasser la population chinoise. Avant, elle aussi décroître, mais un peu plus tard. Mais on voit que la décroissance chinoise dans les projections est attendue avec force. Dans les projections de l'ONU, on passe d'1,4 milliard à peu près à 800 millions peut-être à la fin du siècle. Alors, que sont les vraies statistiques chinoises? Peut-être que d'ici là, on aura redécouvert les dizaines de millions de filles cachées en Chine. Mais enfin, on voit qu'il va y avoir un effet quand même assez massif sur la population chinoise. On voit que la population active chinoise aussi est en train de plafonner. Donc, en tout cas, là où il y a 3 ouvriers chinois, dans quelques décennies, il n'y en aura plus que 2. Donc, ce qui fait aussi des changements assez forts dans les outils de production. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette vision d'une forte décroissance humaine? Alors, c'est une expérience intéressante. C'est une expérience qui a déjà lieu aujourd'hui au Japon, qui est le pays qui a été le premier à passer durablement sous le seuil de renouvellement des générations. Et on voit qu'aujourd'hui, la société japonaise s'adapte. Elle tolère de plus en plus l'immigration. Elle a remplacé les gens par des robots, quand elle pouvait. On a remplacé, en termes économiques, du travail par du capital. Et on se rend compte, en fait, que les sociétés plus âgées ont plus de capital et moins de travail et qu'elles arbitrent pas trop mal entre l'un et l'autre. Et elle a abandonné certaines choses, pas d'autres. Et le niveau de vie par personne est resté relativement stable. Alors, il y a plein de raisons pour les crises économiques, le manque de croissance au Japon, la baisse de la population est sans doute un facteur, mais probablement pas le principal. Très difficile à dire. Donc, est-ce qu'il y a un effet Thanos, par exemple, aujourd'hui, dans la baisse de la population au Japon? Je pense qu'on a du mal à le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde comment évoluent les émissions par rapport aux populations, quand on regarde de très loin, c'est à peu près proportionnel. Quand on regarde de plus près, c'est très variable. Par exemple, on a eu aussi l'exemple en Europe de l'Est. Il y a un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui se dépeuplent, à la fois par immigration et par baisse de la natalité, et leurs émissions baissent nettement moins que la baisse de la population. Parce que les gens s'adaptent, ils ont des maisons plus grandes, ils ont des distances plus grandes, il y a quand même des usines qui restent ouvertes et qui sont tout aussi polluantes. Voilà, donc il y a ce genre de facteurs qui commence à apparaître, mais qui est très difficile à mesurer parce que là encore, c'est des évolutions à long terme et il faut voir des grands changements. Et sur ce sujet de l'écologie, on se dit que d'une manière ou d'une autre, d'ici 2050-2100, soit on aura fait changer beaucoup de choses pour atteindre un monde à peu près soutenable, soit beaucoup de choses auront changé de force. Et ça se passera sans doute moins bien. Et donc on ne sera pas dans un monde de toutes choses égales par ailleurs, et on n'aura sans doute pas d'évolution linéaire proportionnelle sur la plupart des phénomènes. On voit qu'on a atteint de plus en plus de limites planétaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut des mesures coercitives globales? Parce qu'on a tendance le gouvernement dit toujours chauffez-vous moins, faites moins ça, comme s'il n'y a que des petites mesures individuelles. Les gens se rendent compte que ce n'est pas d'une efficacité colossale, d'autant que à côté, il y en a qui continuent à avoir des jets privés, qui polluent, qui vont 15 fois par an à Bali. Ça dépend ce qu'on appelle coercitif et comment c'est fait. C'est-à-dire que dire aux gens, s'il vous plaît, chauffez-vous moins, c'est pas coercitif. Et ceux qui avaient déjà du mal à se chauffer, ça change rien. Et ceux qui se chauffaient déjà beaucoup, ils voient pas forcément trop de raisons de le faire. À un moment, il faut être coercitif, mais pour les bonnes raisons. Pour des raisons de justice, pour des raisons de partage des efforts et de partage du résultat. Et c'est ça qui fait la différence. Si je trouve d'ailleurs un sujet intéressant sur il y a le mystère des sondages sur l'écologie. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens est-ce que vous êtes prêts à vous serrer la ceinture unilatéralement, ils vont vous dire non, tous, très grande majorité. Et si on leur dit est-ce que vous êtes prêts à vous serrer la ceinture dans le cadre d'un projet de société décidé démocratiquement, partagé équitablement, pour des bonnes raisons, pour un objectif clairement partagé, ils vont vous dire oui. Et donc cette même mesure, ce même yaka, son acceptation et son destin final, il va dépendre entièrement de la méthode et du contexte politique. Alors la clé, c'est l'équité, c'est ça? La clé, c'est l'équité, la justice, la démocratie. Je pense qu'on a cette idée il faudra des mesures coercitives pour des raisons de justice, et donc il faut des gouvernements forts
capables de mettre en place des mesures coercitives. Mais en fait, les gouvernements autoritaires ne sont pas des gouvernements écologiques. La dictature verte, c'est une chimère. Tout comme le dictateur éclairé, le despote éclairé, le despote n'a aucune raison d'être éclairé, et donc il peut être parfois éclairé selon son bon vouloir, mais en pratique, il ne va pas être éclairé, il va défendre son pouvoir. Et pareil, les régimes autoritaires vont défendre le pouvoir de la minorité qui tient le pouvoir, qui est généralement un assemblage de politiques, de sécurité, d'économiques, et ils ont peu de raisons de défendre l'écologie, parce que l'écologie est un sujet de long terme et de long terme et qui touche l'ensemble de la population et la population du monde entier. Donc pourquoi est-ce qu'un régime autoritaire voudrait réduire les sécheresses dans 20 ans à l'autre bout du monde? Ça ne sera jamais sa priorité. Donc les régimes autoritaires aujourd'hui sont peu écologiques. Ils peuvent le faire parfois pour des raisons locales, mais sur tous les sujets globaux, ils sont peu motivés. Et c'est au contraire les pays démocratiques où il y a le plus de volonté et le plus de volonté de le faire si c'est bien fait. Oui, mais on a eu un exemple en France qui était assez intéressant, c'est la Convention citoyenne, où on a tiré plein de citoyens au sort, ils ont écouté des experts, ils ont débattu. Au final, ils ont pondu un plan d'action qui est assez intéressant. Ça ne résout pas tout, mais enfin, d'ailleurs, on se dit, tiens, si on fait ça, on aura vraiment quand même un premier pied dans la bonne direction. Et on voit qu'au final, le politique, il a dit, c'est vachement intéressant votre truc, et puis il a tout foutu à la poubelle. Il n'y a pratiquement pas une seule mesure qui a été mise en œuvre. Bon, c'est quand même très décourageant, puisque évidemment, la science progresse, on sait ce qu'il faut faire. On met des citoyens au sort démocratiquement, ils avancent. Et au final, le politique, il dit, voilà, on va rien faire. Alors comment on va dépasser cette étape ? Eh ben, c'est une excellente expérience naturelle, parce que pour vérifier ce qui bloque l'écologie, on a la preuve que c'est pas tant la volonté des gens que, à l'inverse, les mécanismes de pouvoir. Et pourquoi est-ce que notre gouvernement a choisi de bloquer ou de raboter fortement la plupart des mesures? Des raisons très claires, qui sont des raisons de lutte des classes, clairement, de défense de certains intérêts par rapport à d'autres, de défense de certaines entreprises et de leurs intérêts par rapport au reste de l'humanité, et du pays, de l'humanité, etc. Par rapport à aussi, on va dire, une vision du monde, qui est une vision du monde très libérale, où justement, il n'y a pas cet effet où on va réguler et où on fait des efforts, on partage, etc. Donc pour moi, toutes ces choses-là se recoupent et montrent que si on n'a pas les bons gouvernements qui ne sont pas élus sur les bons programmes et autres, ils ne feront pas grand-chose, ils feront le minimum. Et c'est pas impossible que d'élire des gouvernements écologiques, c'est juste plus difficile. Par exemple, le fait que les médias soient financés en grande partie par des milliardaires qui, eux, ont tout à gagner à maintenir le statu quo, forcément, ça ne facilite pas le sujet écologique. Le fait que, quand même, pour beaucoup de gens, ça soit une menace et qu'ils n'aient pas confiance dans le fait qu'une transition écologique sera à peu près juste et partagée. Et c'est dur de leur donner tort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression de se faire avoir quoi qu'il se passe, et donc ils sont naturellement méfiants. Et donc là-dessus, il faut une nouvelle approche qui soit juste pas continuer ce programme actuel on va avoir plus de croissance et peut-être que ça va nous permettre de résoudre les problèmes qui auraient été créés par la croissance auparavant, mais on verra. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu décourageant dans le fait, par exemple, si on regarde l'ensemble des émissions de CO2, on s'aperçoit que la moitié a eu lieu depuis le début des années 90, c'est-à-dire depuis le protocole de Kyoto. Oui. Depuis qu'on a pris conscience, depuis qu'on a commencé à le faire, pendant toute la période, on a dit là, il y a un vrai problème. Au final, on voit que les émissions, c'est pas passé encore grand-chose. Bon, dans les prochaines décennies, on peut espérer que ça améliorera un peu, mais on voit que c'est très très long d'arriver à faire bouger les choses, et surtout quand on en vient à certaines mesures, il n'y a strictement rien qui est fait pour essayer de limiter les choses. L'avion, on peut toujours aller toutes les semaines si on veut à Bali, c'est toujours possible d'avoir un jet qui va polluer énormément. On se rend compte que finalement, on n'a pas pris vraiment le début du commencement de mesures que vous dites, oui, il y a un problème, il va vraiment falloir s'en occuper.
qu'est-ce qui va pouvoir déclencher ça? Puisque dans la tête, on le sait, et finalement, c'est un peu la problématique du fumeur. Oui, les fumeurs, ils savent que ça donne le cancer, la clope, mais ils continuent la clope. Et nous, on sait qu'on va dans le mur, mais on continue à aller dans le mur. Donc ce déclic politique, malgré tout, qu'est-ce qui pourrait le faire arriver? Eh ben, déjà, le fait que les choses ne sont pas partagées, que ça soit l'augmentation des émissions dans le monde, eh ben, ça a été une augmentation dans des pays riches qui consommaient déjà beaucoup, et un peu dans des pays pauvres qui consommaient très peu et qui avaient besoin. Et pareil que sur les fumeurs et donc les conséquences, tout le monde n'est pas à la même, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils ne seront pas forcément des gagnants de la crise écologique, mais que le jour où il y aura un souci, ils seront peut-être du mauvais côté et que la société les aidera pas, etc. Donc là-dessus, la répartition est importante, à la fois à l'échelle mondiale, où les pays pauvres se rendent de plus en plus compte que ils sont les victimes de cette histoire et que à un moment il faut qu'ils pèsent pour et qu'ils pèsent ensemble pour que ça change, et à la fois à l'intérieur des pays. Et d'ailleurs, les inégalités aujourd'hui d'émissions, par exemple, sont de plus en plus entre pays, à l'intérieur des pays plutôt qu'entre pays. Elles sont entre riches et pauvres des mêmes pays. Et les obstacles sont beaucoup des obstacles, on va dire, distributifs à l'intérieur des pays, où les gens seraient prêts à faire des efforts si l'ensemble des gens dans leur pays ou dans leur continent, etc., l'en faisaient, plutôt qu'à l'échelle mondiale. Et donc, est-ce qu'il y a un déclic? Je sais pas. C'est difficile à dire. Enfin, tous les mécanismes de changement politique sont, on va dire, chaotiques. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air de changer, et puis à un moment, il s'est passé quelque chose ou il s'est pas passé quelque chose, c'est juste un détail, et tout d'un coup, quelque chose qui était impossible devient normal du jour au lendemain. Bon, on l'a vu en bien et en moins bien, par exemple, avec le Covid, où c'était impossible de dépenser de l'argent, et du jour au lendemain, on a dépensé des centaines de milliards pour maintenir l'économie à flot. C'était impossible de bloquer, on a bloqué. C'était impossible de laisser mourir des centaines de gens par jour. Aujourd'hui, on a oublié, si on est un peu moins. Donc toutes ces choses-là, en fait, peuvent évoluer fortement en fonction des opinions, des circonstances. Et donc, j'ai pas de boule de cristal sur quel sera le déclic ou les multiples déclics qui vont s'enchaîner, les battements d'ailes de papillon, etc., qui participent à tous ces changements. Mais il y en a de plus en plus. Il y a quelques années a beaucoup circulé un chiffre, popularisé d'ailleurs par une infographie de l'AFP qui avait beaucoup circulé, sur une espèce de coût global qu'avait la naissance d'un enfant dans nos pays, qui était comparé d'ailleurs à d'autres actions pour le climat. Et ce chiffre montrait que faire un enfant de moins, c'était peut-être 60 tonnes économisées par an de CO2. Donc ça a donné aussi beaucoup de débats, des prises de conscience. Alors, certaines personnes ont fait aussi un peu moins d'enfants. Vous, c'est une idée que vous avez voulu déconstruire, d'ailleurs, dans votre livre, puisque c'est le titre. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos calculs, au final? Alors, c'est un chiffre qui m'avait surpris parce que 60 tonnes par an, c'est gigantesque. L'empreinte carbone du français moyen, c'est autour de 10 tonnes par an. Et donc, un enfant, ça ferait les émissions de 6 personnes. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre gigantesque? Alors, il faut tirer les fils de comment ça a été calculé. Et on se rend compte qu'en fait, ce résultat, c'est la somme de toutes les émissions futures de votre descendance future jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il y a ce chiffre énorme qui a après été divisé par l'espérance de vie, pour que ce soit un petit peu plus, lisible et un peu plus réduit. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec des analyses de cycle de vie. Donc c'est par exemple, quand on vous dit prendre un avion en moins, c'est tant de tonnes. Derrière, vous avez une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont calculé qu'est-ce qu'il fallait pour construire l'avion, combien il y a de kérosène qui est brûlé, qu'est-ce que ça fait de maintenir des aéroports, etc. Et donc, ils en tirent ce chiffre. Et donc, ce chiffre, déjà, c'est des mesures réelles, ce n'est pas des émissions hypothétiques dans des siècles, et c'est des émissions qui sont dans le passé proche ou dans le futur proche, et donc globalement qui contribuent au réchauffement climatique actuel. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec ce calcul. Après, il y a d'autres choses à dire sur ce chiffre, parce que comment est-ce qu'on estime les émissions de mes arrière-petits-enfants?
Alors, le scénario qui a été utilisé pour arriver à ces 60 tonnes, c'est que les émissions par personne restent stables jusqu'à la fin des temps. Alors, ça pose plein de questions, hein. Déjà, est-ce qu'on a assez de combustible fossile? Évidemment non. En fait, on se pose déjà la question, est-ce que les scénarios climatiques les plus pessimistes sont possibles? Est-ce qu'on aura assez de combustible fossile? C'est pas sûr. C'est ouvert. Est-ce que après, on n'aura pas des petits problèmes si on continue à réchauffer la planète au rythme actuel? Est-ce que ça ne deviendra pas invivable? Voilà. Après, combien est-ce qu'il y aura de cette descendance? Eh ben, ça va dépendre justement de la natalité et de comment elle va évoluer. Et donc là-dessus, ce qu'avaient pris les auteurs, c'était, ils ont prolongé le taux de natalité qui devait être de 1,9 enfants par femme jusqu'à la fin des temps. Mais c'est embêtant parce que ça veut dire que l'humanité va s'éteindre peu à peu. Et donc c'est un taux qui était dans une projection de l'ONU pour 2100, et donc pour une projection pour 2100, ben, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, considérer qu'il va être stable et que l'humanité va s'éteindre, c'est absurde. Et c'est indispensable, parce qu'en fait, si on ne faisait pas ça, la somme serait infinie. Parce que on a voilà, des émissions fixes par personne. Donc voilà. Et donc on a ce chiffre qui finalement est quelque chose d'extrêmement théorique. Les auteurs d'ailleurs l'ont reconnu, hein, ils ont donné des interviews où ils ont dit vous arrêtez pas à ça, c'est un calcul théorique à long terme. Ils ont même dit c'est ok de faire des enfants, c'est pas là qu'est le problème. Malheureusement ce chiffre est dans la nature maintenant. Après il y a d'autres choses à dire sur les questions plus philosophiques autour de ce chiffre. C'est-à-dire que déjà, faire un enfant, c'est pas un choix de consommation comme prendre l'avion ou manger de la viande. On considère toujours que la liberté de procréation, c'est un droit fondamental et que du coup, c'est quand même quelque chose d'un autre ordre. En termes de responsabilité, ça vous considère aussi responsable de toutes les émissions de vos enfants, de votre descendance. Ça se discute, hein. Est-ce que vos grands-parents sont responsables des émissions de vos vacances à Bali? Est-ce que Adam et Ève sont responsables de toutes les émissions de l'humanité? Tout ça, c'est douteux. Et après, il y a aussi le fait que ce calcul est un calcul proportionnel. On considère qu'une personne en moins, c'est autant d'émissions en moins. Et on revient au débat qu'on avait eu sur l'hypothèse Thanos. Est-ce que si on était 2 fois moins, on polluerait 2 fois moins? Eh ben, c'est exactement la même question, mais pour une seule personne. Donc tout ça, ça rend ce chiffre extrêmement douteux. Moi, j'ai essayé de proposer un contre-calcul d'ordre de grandeur de quelles seraient les émissions associées au mode de vie d'un enfant et plus précisément un enfant écolo. Alors on avait parlé des différences de trajectoire de baisse d'émissions lors des scénarios démographiques. C'est effectivement quelque chose d'important, hein. Si on suit le rythme de baisse qui colle à peu près à l'accord de Paris, autour de 6% réduire 6% des émissions par an, on se rend compte qu'en fait ces émissions elles baissent vite. Alors moi j'ai fait un calcul qui part du profil d'émissions par âge, parce que là, on répète, les enfants ont moins d'émissions et qui après baissent de 6% par an, et on arrive autour de 1 tonne par an. Voilà. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Mais ça, c'est le calcul que vous aviez fait où vous comparez les émissions actuelles par âge avec une simulation sur ce que seraient les émissions futures, normalement, en fonction de ce qu'il faudrait faire. Évidemment, dans ce cas-là, vous arrivez à 60 fois moins, et 1 tonne par an, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres. C'est pas zéro. Et je pense qu'il faut être conscient sur ce sujet que, globalement, une vie aura toujours un impact écologique, mais qui peut être faible ou fort. J'aime bien dire que sur ces 8 milliards d'habitants, on compte pour un à la fois l'Indien d'Amazonie et le milliardaire américain. L'Indien d'Amazonie n'a pas un impact nul sur l'environnement. D'ailleurs, l'Amazonie est un milieu très transformé, mais c'est un milieu transformé compatible avec une biodiversité très élevée, avec une nature extrêmement riche, etc. Et donc, ces modes de vie font la différence. Et là-dessus, la question se pose pour les enfants, parce que pareil, ce chiffre qui était donné, c'était un chiffre d'enfants moyens. En pratique, il n'y a pas d'enfants moyens. Vous vous posez la question, déjà les gens qui renoncent, c'est pas ceux en général qui polluent le plus, c'est plutôt des familles écolos, et donc la famille écolo, je considère qu'elle est tout à fait capable de suivre le rythme de 6% par an, et quand on regarde les bilans carbone individuels, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de fruits bas, de choses relativement simples à faire, comme manger moins de viande, qui sont tout à fait accessibles, et qui permettent de suivre ce rythme sans trop de soucis, au moins au début.
Évidemment, ça n'a pas de sens sur cette question-là de considérer que c'est purement une question personnelle, parce que pour beaucoup, c'est des questions de société et des questions d'urbanisme, de transport, d'impact des services publics, de politique économique, etc. Et donc, on ne peut pas réduire cette question à purement un choix individuel. Et donc là-dessus, je trouve que essentialiser les émissions d'une personne dans le choix d'avoir ou pas un enfant, c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire en termes d'individualisation de cette question qui reste quand même beaucoup une question collective. J'aimerais vous faire réagir aussi, puisqu'on parle des projections, à celle-ci qui porte sur les grands pays, dont certaines évolutions sont surprenantes en termes de volume. Alors, effectivement, il y a des limites, hein, c'est pas gravé dans l'absolu, c'est pas non plus une prédiction, mais enfin, ça donne des ordres de grandeur. Avec un Brésil qui est à 200 millions, mais une Tanzanie tout d'un coup qui évolue à plus de 200 millions, une Éthiopie à plus de 300 millions, une République du Congo 400 millions, c'est-à-dire que ce sera plus grand que l'Union européenne dans une cinquantaine d'années, Pakistan qui approche des 500, le Nigeria qui dépasserait les 500. Est-ce que pour vous déjà les plus importantes sont réalistes? Est-ce qu'au Nigeria on peut imaginer vraiment 500 millions, il y a la place, il n'y a pas la place, et qu'est-ce que ça peut donner au global? Eh ben, ça dépend de comment ils vivent. Aujourd'hui, le Nigeria est pas très dense, même si c'est plutôt dense pour l'Afrique. À 500 millions, ça devient un pays très dense, je pense, du niveau de la Chine ou quelque chose comme ça. Est-ce que on pourra nourrir 500 millions de Nigérians avec la production du Nigeria? C'est peu probable, parce que ça reste un pays quand même semi-désertique. Est-ce qu'on peut, par exemple, nourrir l'Afrique en échangeant un peu entre les pays? Oui. Par exemple, le Congo est un pays qui est très grand. C'est une des choses d'ailleurs intéressantes sur ce sujet. On ne se rend pas compte à quel point l'Afrique est grande parce qu'on a l'habitude de projections qui écrasent beaucoup l'équateur. Mais en fait, quand on regarde à l'échelle, l'Afrique est très grande. La République démocratique du Congo est grande comme à peu près l'Europe de l'Ouest. Et la République démocratique du Congo est très riche fertilement, et peut nourrir, je crois que des gens avaient fait le calcul, 1 milliard de personnes, quelque chose comme ça. Donc, si les pays africains sont prêts à échanger un peu, ils peuvent tout à fait se nourrir les uns les autres. Et après, voilà, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est tenable? Je sais pas. Il y a toute cette question qui n'est pas très déterminée à quel point la densité d'un pays est un facteur dans sa transition démographique, c'est-à-dire que plus c'est serré, plus la population, plus la natalité va baisser. On voit que c'est le cas dans les villes, c'est-à-dire que quand les gens vont des campagnes dans les villes, ils ont nettement moins d'enfants. Par exemple, en Inde aujourd'hui, la natalité dans les campagnes est, je crois, 2,2, 2,3 enfants par femme, et elle est 1,6 dans les villes. Et donc les gens ont nettement moins d'enfants, même dans les bidonvilles. Même rien que le fait de migrer de l'un à l'autre, les mécanismes économiques font que l'enfant devient tout d'un coup un poids plutôt qu'une aide, et les gens ont moins d'enfants. Donc il y a tout un débat là-dessus entre différentes équipes de modélisateurs qui disent que l'Afrique va faire sa transition démographique plus vite parce qu'en fait l'Afrique s'urbanise et donc cette urbanisation va être un fort facteur de réduction et on sera probablement nettement moins. Ils seront probablement nettement moins. Alors pour finir, j'aurais une petite question sur la France. On a un peu parlé de démographie dans la dernière élection avec cette problématique du baby boom qui a donné un poids très important finalement aux classes les plus âgées. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion en fait? Est-ce que ça pose un vrai problème? Alors, je trouve que cette question politique est souvent plus intéressante que la question économique, parce qu'effectivement, il y a on va dire aujourd'hui un décalage du corps électoral vers les plus âgés et les plus riches, qui sont aussi ceux qui vivent le plus longtemps. Je ne sais plus, on avait ce chiffre qui est sorti récemment, je ne sais plus qu'un quart des ouvriers mouraient avant d'atteindre 65 ans, quelque chose comme ça. Et donc les réformes de la retraite qui repoussent à 65 ans sont profondément anti-redistributives. Et on a vraiment cet effet que les plus âgés ont tendance à voter pour ceux qui défendent leurs intérêts et qui souvent ne sont pas les intérêts les plus écologiques, hein, parce que
c'est vraiment une question de long terme qui aujourd'hui concerne plus les jeunes. Sur la question plus économique des retraites ou autres, on a tendance souvent à peindre ce débat en jeu à somme nulle de on prend aux uns pour donner aux autres, et c'est jamais très productif. Je trouve qu'on a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes sur la place des personnes âgées, sur comment on s'en occupe. Alors, on a beaucoup parlé des EHPAD ces derniers temps. Je trouve ça très bien dans le débat public. Voilà, combien de temps ils travaillent, dans quel métier, qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qui est faisable, quelle est leur participation à la société au-delà du monde du travail. Et je pense que c'est là que, justement, sont les grandes questions et qu'on peut sortir du débat du jeu à somme nulle. Il y a eu en France, un peu avant, les questions, il me semble que du Haut Commissariat au Plan de Bayrou, qui avait proposé un pacte démographique en disant attention, la natalité baisse, c'est dangereux. Aujourd'hui, la natalité baisse doucement en France, il n'y a pas de très gros risques, on continue à avoir une immigration. J'avoue, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème là-dessus et que c'est plus un appel du pied à la droite traditionnaliste qui aime bien les familles. C'est plus ce sujet-là. Oui, mais quand même, il y a une question qui revient souvent sur le devant de la scène, au-delà même de la simple démographie, dans l'aspect vieillissement de la population. Donc, il y a quand même de plus en plus de classes âgées. Comment on fait tenir des systèmes de retraite dans ces conditions-là, qui reposent sur les actifs? Il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités. Il y a des solutions, le ratio actif-passif, il se dégrade pas tant que ça. Il me semble qu'en France, il va empirer, je sais pas, de 10% ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est insurmontable? Je pense pas. Enfin, et par rapport à d'autres sujets comme la crise écologique, ça me semble plutôt simple comme problème. Donc j'avoue, je pense qu'à un moment, on se mettra d'accord que on fera les retraites un petit peu différemment, ou que les retraités ou certains retraités toucheront un petit peu moins, ou que les actifs paieront un petit peu plus. Et ça sera comme ça. Au final, on se rend compte que le politique est l'axe essentiel finalement pour traiter les problèmes, qu'ils soient de retraite dont on parle, ou surtout d'enjeux écologiques. Oui. Alors, on l'a vu sur les grands déterminants justement de la crise qui sont des déterminants qui n'ont rien à voir avec la population. Je trouve que ça l'est aussi par rapport à une autre question qui est dans quel monde vont vivre les enfants qui naissent aujourd'hui, sachant que certaines catastrophes écologiques sont déjà écrites, d'autres sont possibles, etc. Je pense que le grand déterminant là-dessus, c'est comment l'humanité va s'y préparer et y répondre. Et est-ce que les gens vont se préparer, vont s'entraider, vont partager, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se battre pour les dernières miettes? Et c'est ça qui sera en fait le facteur principal sur le déroulement de notre futur écologique. Et finalement, c'est les mêmes mécanismes de coopération qu'on voit sur les sujets en coopération entre États, partage entre riches et pauvres, etc. Et donc, sur ce sujet des risques, pour moi, on rejoint aussi ces questions de pourquoi d'atténuation, de réponse directe à la crise écologique. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, je vais te donner une réponse qui est peut-être à contre-calendrier en parlant de Twitter. Alors, beaucoup de gens servent de Twitter pour suivre de loin l'actualité ou les sports, les médias, etc. Je trouve que Twitter est un outil extraordinaire de réflexion, de confrontation à des idées différentes et de progression de sa pensée. Donc je vous avais dit je m'étais pris le sujet écologie dans la gueule depuis 4 ans, et j'ai eu l'impression de me retrouver avec 35 ans d'éducation politique, écologique, etc. à rattraper. Et j'ai trouvé que Twitter a été là-dessus un outil extraordinaire pour trouver des experts de différents domaines, trouver des débats entre personnes intéressantes, etc. Et donc, c'est à la fois un outil qui est connu et qui, je pense, dans cet usage, mais qui est un usage plus exigeant, il faut faire attention à qui on suit, où est-ce qu'on participe, etc., et complètement sous-utilisé. Alors,
c'est peut-être à contre-calendrier, si ça se trouve, le jour où vous regarderez cette vidéo, peut-être que Twitter aura disparu ou aura été transformé en on ne sait quoi. Mais j'espère que si c'est le cas, un outil proposera la même chose, parce qu'il y a vraiment une source infinie de réflexion et de maturation dans sa réflexion et dans son rapport au monde.